Bonjour Judith et félicitations pour le prix Le Cam et merci pour cet exposé de ce matin, c'était très intéressant. Est-ce que vous pourriez commencer par nous rappeler votre parcours? D'accord. J'ai fait une thèse, je commence par la thèse. J'ai fait une thèse sous la direction de Christian Robert. J'ai été financée par le CRES, mais à Paris 6, il y a longtemps. Je crois que j'ai dû soutenir en 97. Ok. Et après, il y a eu toujours, il y avait à l'époque, on partait pas trop en postdoc en fait. Donc j'ai eu l'équivalent d'un interne, mais en fait c'était à l'ENSAE. J'étais responsable des enseignements de maths à l'ENSAE là pendant 1 an, en attendant d'avoir un poste de maître de conf. Donc après j'ai été maître de conf pendant 6 ans je crois, jusqu'en 2003, 2004, où je suis passée prof à Dauphine. Et alors donc j'ai fait 5 ans prof à Dauphine, puis après j'ai 5 ans détachée à l'ENSAE, 5 ans prof à Dauphine, et après je suis passée 7 ans détachée à Oxford, sur un poste de chair, et je suis revenue. Donc là maintenant je suis à nouveau à Dauphine. Ok. Maintenant, avec ce regard entre Oxford et la France, comment tu dirais qu'ont évolué les choses internationalement au niveau recherche et enseignement statistique? Alors, évoluer, je ne sais pas si je suis capable de parler d'évolution. La différence qu'il y a entre les deux. Par exemple, oui. Et notamment avec l'apprentissage automatique. Oui. Qui prend de plus en plus de place. Alors, donc mon expérience en fait des stats en Angleterre, de manière générale, ils ont une culture plus développée des stats appliquées en fait, plus qu'en France, je trouve. En tout cas, peut-être que maintenant les choses s'harmonisent un peu plus, mais quand j'étais jeune, c'était sûr. Là, moi, quand je suis arrivée à Oxford, c'est peut-être parce que j'avais un prisme français très stat-math. Une des raisons pour laquelle j'étais allée là-bas, c'est que justement, je me disais, je vais m'ouvrir, parce qu'ils ont un labo qui est très machine learning en fait. Donc il y a CompStat, machine learning, stat appliqué, stat méthodo. Et donc je me disais que c'était une manière pour moi de m'ouvrir dans ce domaine-là en fait. Donc c'était une des motivations. Et ça a marché? En fait on est un peu obligé quoi. C'était pas forcément évident parce que en fait quand on s'ouvre et qu'on arrive dans un domaine, dans un milieu, même si c'était des gens que je connaissais bien, il n'y a pas de souci là-dessus, mais forcément ils font pas tout à fait la même chose que moi, donc on se dit toujours ce que je fais ça n'a pas d'intérêt, etc. Mais donc c'est toujours un peu déstabilisant en fait, mais en même temps, c'est un moteur pour se bouger et pour découvrir de manière pas trop difficile parce qu'on est en contact avec des gens qui connaissent les domaines dans lesquels on veut s'ouvrir en fait, et donc ça nous entraîne plutôt que chercher à le faire tout seul, c'est beaucoup plus dur en fait. Donc dans ce sens-là, ça m'a bien. J'ai trouvé que ça m'avait bien aidé. Ok, cool. Après, je me dirais pas une experte en machine learning. Je reste encore stat math, mais de profil. Mais j'ai trouvé que c'était très enrichissant grâce à ça. Ok. Est-ce que il n'y a pas l'enseignement là dans ce que je t'ai raconté. Parce qu'à Oxford, tu n'avais qu'un poste de recherche. En fait, c'était donc ces postes, ils appellent ça professorial fellow, donc c'est des postes de prof en fait plus quoi. Et il y a peu d'enseignement. Donc en fait, j'avais donc déjà quand on arrive, il y a peu d'enseignement. Alors Oxford, en fait, on ne peut pas parler de l'Angleterre de manière uniforme. Les universités sont assez différentes les unes des autres. D'accord. Et Oxford a un système particulier. Et donc ils ont plusieurs types de postes. Et il y a les postes qu'on va dire maître de conf entre guillemets, mais qui sont plutôt tutorial fellow. Donc c'est des gens qui doivent enseigner au collège en plus d'enseigner au département. Tout le monde enseigne à peu près pareil au département, mais au collège, il y en a qui doivent enseigner au collège et d'autres qui ne doivent pas enseigner au collège. Et moi j'avais pas enseigné au collège en fait, donc c'était confortable parce que l'enseignement au collège est assez important en fait. Et donc là, tu donnais principalement des cours en master. L'équivalent de l'institut, c'est... Ouais, j'avais un cours de thésard et un cours entre master et donc c'était un cours mélangé pour les masters et pour les 3e années d'undergrad. Ok. Et après, j'ai été responsable aussi une espèce d'école doctorale. Ils ont beaucoup de financement par des grants, là, les contrats.
l'équivalent ANR en fait, ça s'appelle le PSRC chez eux. Et donc on avait récupéré un gros contrat d'école doctorale. Entre Oxford et Imperial, j'étais responsable de ça. Ça c'est pareil, ça demandait pas mal de boulot. Donc en fait j'avais moins d'enseignement, mais beaucoup moins d'enseignement. Mais j'avais quand même pas mal d'administration là-dessus. Ok. C'est différent. C'était différent, oui. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux nous introduire ton domaine de recherche pour des non-experts? Alors oui, je travaille sur les statistiques bayésiennes d'une manière générale. Je suis plutôt à regarder les propriétés théoriques des approches en grande dimension ou dans des modèles non paramétriques. Je me suis aussi intéressée à des problèmes de type computationnel un petit peu, même si c'est pas le cœur de ma recherche, parce que forcément dès qu'on arrive en grande dimension, il faut se poser la question de l'implémentation. Et après, ça diffuse. Donc ça c'est un peu le cœur de mon domaine, mais après ça diffuse parce que ça se raccroche à des choses qui vont être un peu différentes. Et donc comme ça j'ai fait des choses plus appliquées avec des collaborateurs. Et puis récemment, donc justement en étant un peu à Oxford, j'ai commencé à regarder des choses qui sont un peu connexes, plus ou moins connexes et de moins connexes. Donc à un moment je me disais tiens je vais regarder un peu le Bayésien Deep Learning, et puis finalement j'ai regardé le Deep Learning un peu avec des étudiants. Là on a regardé les modèles génératifs parce que comme j'avais travaillé sur les approches bayésiennes pour ce qu'on appelle le manifold learning sous l'hypothèse manifold, l'hypothèse variété, en discutant j'ai déjà commencé à regarder les problèmes de diffusion, modèles génératifs de diffusion en fait sous des hypothèses, mais regardant les trucs un peu théoriques. Et donc là avec ces gens-là je continue à travailler, à suivre ce qu'ils font quoi. Ouais. Chouette. Ouais. Donc, ce matin j'étais contente de voir dans ton exposé l'application sur l'ATT. Je travaille pas mal en causalité. Et du coup c'était agréable de voir l'aspect stat-mat bayésienne qui arrivait dedans. Ouais. Je trouvais que c'était assez complémentaire à ce qu'on voit d'habitude. Ouais. Mais justement là la causalité c'est quelque chose que j'ai découvert un peu là-bas parce qu'il y a des gens il y a des gens comme Robin Evans qui sont d'un point de vue assez théorique, mais en fait il y a aussi des gens comme Chris Holmes qui en fait eux se confrontent à ces problèmes-là d'un point de vue plus pratique en fait. Et donc j'ai trouvé que c'était des problèmes super intéressants. Et c'est comme je faisais pas mal de semi-paramétrique, en fait, j'avais pas mal bossé dessus. C'est le domaine par excellence. Exactement. En fait, d'ailleurs, moi, je trouve que c'est un des revivals, une des raisons pour lesquelles le semi-paramétrique redevient à la mode, en fait. C'est grâce à la causalité. Si j'ai bien compris. Super. Et du coup, est-ce que tu peux nous détailler plus particulièrement un de tes travaux dont tu es particulièrement fière? Alors, je pense que c'est peut-être le travail ou les travaux, un peu c'est un ensemble de 3 travaux sur justement comment est-ce qu'on étudie des propriétés théoriques dans les domaines bayésiens semi-paramétriques, donc en grande dimension, mais on s'intéresse à des fonctionnels ou à des paramètres de petite dimension. Donc on regarde des choses de petite dimension dans des modèles complexes. Et regarder les propriétés théoriques de ces approches-là, donc ce qu'on appelle les propriétés de Bernstein-von Mises. Et donc on avait développé avec des collègues il y a une dizaine d'années, un peu plus, une méthodologie pour comprendre ces problèmes-là. Donc c'est pas un travail méthodologique, c'est un travail théorique, mais donc on avait développé en fait une série d'hypothèses à vérifier pour être capable de dire si oui ou non les lois qu'on étudiait vérifiaient cette propriété-là. Et donc ce regard, il est un peu nouveau. C'est ça que vous avez apporté. Exactement, les outils qu'on a développés pour démontrer ça étaient nouveaux en fait. Donc ça m'a pris du temps à penser le problème comme ça, mais une fois qu'on pense au problème comme ça, ça semble un peu évident. Mais ça, c'est quand on a réussi un peu, non? Voilà, c'est ça. En revanche, au début, quand on a attaqué ça, on ne savait pas trop par quel bout prendre. Ton parcours s'est construit dans un milieu où les femmes sont encore peu nombreuses. Quel est ton sentiment par rapport à ça? Alors en fait, quand j'étais jeune, j'y pensais pas du tout. Ok.
Parce que j'étais habituée, en prépa, il n'y avait pas beaucoup de filles. Alors à l'ENSAE, comme j'ai fait l'ENSAE, moi, il y avait pas mal de filles parce que comme il y avait des gens qui venaient d'économie, donc là pour le coup c'était redevenu à peu près kiff-kiff en termes d'effectifs. Et puis après, j'y pensais pas du tout, mais j'étais entourée de filles. En fait, j'avais des bonnes copines dans le métier, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Oui. Et puis, donc, ça me pesait pas. Comme j'étais habituée à gérer, à interagir avec des garçons tout le temps, ça me pesait pas du tout. Et c'est plutôt maintenant que je me dis, par exemple, alors c'est juste une anecdote, mais quand j'étais à Oxford, à un moment, j'avais pas mal d'étudiants en thèse, parce que là, ça fait partie des choses aussi qui sont peut-être spécifiques à Oxford par rapport à l'Angleterre, j'en sais rien. Mais on a beaucoup d'étudiants en thèse, il y a beaucoup de passages en fait, d'étudiants, de post-doc, des choses comme ça. Donc les gens pensent en groupe. Okay. On a chacun. Ça va avec l'idée du machine learning aussi. Ça va aussi avec l'idée du machine learning, c'est vrai. Donc à un moment, j'avais pas mal d'étudiants en thèse et puis j'avais pas mal de filles, de filles en postdoc, entre postdoc, étudiants en thèse, de gens qui gravitaient un peu dans l'espèce de groupe dans lequel je travaillais en fait. Et je me posais pas de questions, mais je trouvais ça très agréable. Et puis d'un coup, les filles, elles ont passé leur thèse, elles sont parties ailleurs, etc. Et je me suis retrouvée qu'avec des garçons. Et là, je me suis dit... Là, j'ai trouvé que c'est à ce moment-là que ça m'a pesé, en fait. Oui. C'est le contraste d'un coup où je me suis dit, mais j'ai que des étudiants. Alors, ils étaient très bien, les étudiants. Hein, c'était pas la faute des garçons en soi, mais c'est vrai que ça m'a manqué. J'ai trouvé que d'un coup, je me sentais... Quand on avait des réunions entre nous, j'étais la seule fille. Et ça m'a gênée, alors qu'avant, ça me posait pas spécialement de problème. C'est marrant. Ok. Donc maintenant tu fais attention de toujours recruter au moins quelques pour l'instant j'ai que 2 étudiants. Alors j'ai plus que 2 étudiants maintenant, je n'en ai pas beaucoup, donc c'est 2 garçons, donc c'est des petits nombres. Mais c'est vrai que dans notre domaine, c'est pas facile de trouver, d'attirer des filles et je trouve que c'est un gros problème en fait. Et peut-être qu'on arrive trop tard par rapport à la pipeline, on a perdu trop de filles avant. Alors en machine learning, il y en a encore moins qu'en stats. Oui, je pense. Peut-être que ça va changer, espérons. En théorie du machine learning, il y en a encore moins. Ou en théorie des stats, il y en a aussi moins qu'en stats appliquées. Et donc, c'est difficile d'attirer. Oui, parce que quand tu dis ça, je vois tout de suite 2-3 personnes qu'on a toujours en tête, mais voilà, c'est toujours les mêmes. Oui, c'est ça, on a toujours les mêmes noms. Alors après, c'est aussi un milieu dans lequel, c'est peut-être tous les milieux sont comme ça, dans lequel, en fait, on a tendance à penser toujours au même nom. C'est-à-dire qu'on se dit, qui est-ce qu'on pourrait inviter pour parler ? Puis on a vu telle personne, donc on la réinvite. Oui. Et donc, il faut faire attention à lutter contre ça, parce que plus on est riche, en fait. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est à tous les niveaux de ce milieu-là, en fait. Oui. Et c'est pas du tout une histoire de mauvaise volonté des gens, mais c'est naturellement l'instinct...